Bonjour Ève, l'intelligence artificielle, on en entend parler partout, c'est fascinant, les progrès sont fulgurants, mais on regarde moins ce qui se passe derrière, en coulisses, ce que ça coûte vraiment, et pas juste en euros. C'est un peu ça qu'on va essayer de creuser aujourd'hui. Pour ça, on s'est nourri de discussions, de conférences, comme à la BNF ou chez Expertise Climat, et aussi de certains supports de formation sur l'IA et la RSE, la responsabilité sociétale des entreprises. Notre objectif, là, c'est de décortiquer un peu l'empreinte environnementale, mais aussi sociale de l'IA. Surtout l'IA dite générative, hein, comme ChatGPT, Mistral, etc. Tiens, pour lancer la discussion, saviez-vous qu'entraîner certains gros modèles d'IA, ça peut pomper autant d'énergie qu'une ville pendant des semaines, ou que leur utilisation tous les jours, ça demande des quantités d'eau assez folles? Et c'est pas tout. Il y a aussi des questions d'équité, de biais. Bon, allez, on déballe tout ça. Commençons peut-être par l'énergie. C'est souvent le premier truc qui vient à l'esprit. Il y a deux grandes phases, c'est ça? L'entraînement, la création du modèle, et puis l'inférence quand on l'utilise. Exactement. Et pendant longtemps, le focus était vraiment mis sur l'entraînement. C'est l'étape qui impressionne, qui demande des calculs massifs. Oui, on se disait, c'est là que tout se joue. Ben oui. Mais surprise, en regardant de plus près, il semblerait que l'inférence, donc l'usage au quotidien par des millions de personnes, ça puisse avoir un impact cumulé bien plus lourd. Ah oui. Oui, un calcul circulait, il montrait que l'utilisation de ChatGPT sur un mois pouvait être quelque chose comme 18 fois plus impactante que l'entraînement initial de GPT-3. 18 fois, c'est énorme. C'est assez contre-intuitif, en fait. Tout à fait, c'est l'effet volume, l'usage répété, même si chaque requête individuelle consomme moins que l'entraînement global. D'autant que la demande, elle, explose littéralement. Les investissements, on parle de plus de 100 milliards de dollars juste pour 2024. Oui, et des projets de data center ahurissants. Les 500 milliards évoqués pour OpenAI, par exemple. Et le matériel suit, les ventes de cartes graphiques, les fameuses Nvidia H100, Meta en aurait commandé plus de 300 000. Forcément, tout ça tire la consommation électrique vers le haut. Les data centers consomment de plus en plus. Aux États-Unis, on parle de plus 17% prévu. L'Agence internationale de l'énergie elle-même revoit ses prévisions à la hausse. J'ai lu un chiffre sur l'Irlande, ça fait froid dans le dos. 30% de l'électricité du pays qui pourrait être consommée par les data centers d'ici 2026. Oui, c'est une des projections. Ça montre l'ampleur du phénomène dans certaines régions très prisées pour les data centers. Et ce qui est intéressant aussi, c'est la différence entre les modèles. Chez Meta, par exemple, on a vu que chaque nouvelle génération de leur modèle open source consommait plus d'énergie à l'entraînement que la précédente. Donc, plus c'est récent, plus c'est puissant, et plus ça consomme à la création. Souvent, oui. Et la taille est déterminante. Un modèle géant comme GPT-4, l'estimation pour son entraînement tourne autour de... 1478 tonnes. C'est difficile de se représenter, mais ça semble beaucoup. C'est considérable, oui. À comparer avec un modèle plus petit, français, comme Mistral 7B, où on serait autour de 43 tonnes. C'est pas rien, mais la différence est énorme. D'accord. Entraînés en partie grâce aux connaissances distillées de gros modèles entraînés avant eux. Donc l'impact n'est pas totalement indépendant. D'accord, c'est un écosystème complexe. Et au-delà du CO2 et de l'énergie, il y a l'eau. Comment l'IA consomme de l'eau concrètement? Alors il y a deux aspects principaux. D'abord, le refroidissement des data centers. Ces machines chauffent énormément, il faut les refroidir, souvent avec de l'eau. Ok, logique. Et ensuite, la production de l'électricité elle-même. Selon le mix énergétique, la production peut nécessiter de l'eau, par exemple pour les centrales thermiques ou nucléaires. C'est pour ça qu'on essaye d'utiliser une approche globale. L'analyse de cycle de vie, l'ACV. La CV, c'est quoi exactement? C'est une méthode qui vise à évaluer tous les impacts environnementaux d'un produit ou service, de sa création à sa fin de vie. Donc pas juste l'énergie consommée à l'usage. On regarde l'énergie, oui, mais aussi l'eau, l'épuisement des ressources minérales nécessaires pour fabriquer le matériel, la pollution générée. Tout le cycle, du berceau à la tombe, en quelque sorte. C'est l'idée. Le gros problème, c'est le manque de données fiables et publiques. Les grands acteurs comme OpenAI, Google, Meta, ils sont très peu transparents sur leur consommation réelle d'énergie, d'eau, sur la fabrication, C'est opaque. très opaque. Ça rend l'ACV complet très difficile à réaliser de manière indépendante. Et cette ACV, elle doit aussi inclure la fabrication du matériel, extraire les terres rares, les métaux, fabriquer les puces, les GPU, les assembler, les transporter. C'est très énergivore et consommateur de ressources. Et ces fameuses cartes graphiques, les GPU,
dure combien de temps dans ces centres d'entraînement intensifs? Ah, ça, c'est une autre question avec peu de réponses claires. On entend des rumeurs. Parfois, on parle d'à peine 1 ou 2 ans pour les usages les plus intenses, où elles sont poussées au maximum et vite remplacées par la génération suivante. 1 ou 2 ans, c'est c'est quasiment du consommable à ce niveau. Ça pose question sur la durabilité, c'est sûr. Bon, pour les calculs d'impact plus généraux, on table souvent sur une durée de vie moyenne de 4 ans pour amortir l'impact de fabrication. Mais pour l'entraînement pur et dur, le doute persiste. Ok. Alors, si on manque de données, comment on fait pour estimer quand même? On navigue à vue? Pas complètement. Il y a des initiatives qui essaient de contourner ce manque de transparence. Par exemple, l'association française J-Impact a développé un outil open source écologiste. Écologiste. Oui, il se concentre sur l'impact de l'inférence, donc de l'utilisation. L'idée, c'est d'estimer l'énergie consommée en fonction du modèle utilisé, de la longueur du texte généré, du temps de réponse. Pour ça, il se base sur des tests de performance publique, des benchmarks, qui donnent une idée de la puissance de calcul nécessaire. D'accord. Et ils ajoutent à ça une estimation de l'impact de la fabrication du matériel qu'ils répartissent sur le temps d'utilisation. Et pour les modèles fermés, les boîtes noires où on ne sait rien de l'architecture? Là, c'est plus compliqué. Ils font des estimations, des corrélations basées sur ce qu'on sait, la performance observée, parfois le prix du service, les quelques informations qui peuvent fuiter. C'est forcément moins précis, mais ça donne un ordre de grandeur. C'est une sorte de meilleure supposition éclairée, faute de mieux. Je vois. Et on commence à voir cet outil utilisé, par exemple, dans des plateformes comme Comparia. Oui, Comparia essaie justement de montrer, pour une même question posée à 2 modèles d'IA différents, quel est l'impact environnemental estimé de chaque réponse. Ça permet de visualiser concrètement les différences. C'est intéressant comme démarche. Bon, on a beaucoup parlé environnement, mais il y a aussi l'impact social. L'IA, c'est pas juste des serveurs et de l'énergie? Absolument. Et là aussi, c'est ambivalent. L'IA peut avoir des effets très positifs, aider à la formation personnalisée, comme le fait 360 Learning, ou même aider à détecter des signes précoces de burn-out via des applications comme Welltory, en analysant certaines données physiologiques. Donc des bénéfices potentiels. Mais il y a le revers de la médaille. Évidemment. Les biais algorithmiques sont un problème majeur. On se souvient de l'IA de recrutement d'Amazon qui discriminait systématiquement les CV féminins parce qu'elle avait été entraînée sur des données historiques biaisées. Oui, un cas d'école. Et il y a le risque de surveillance accrue. Le cas de Barclay, qui avait utilisé un logiciel pour surveiller l'activité de ses employés, le temps passé sur certaines tâches, ça a fait scandale. Ça soulève des questions éthiques fondamentales. Tout à fait. D'où l'importance cruciale de la gouvernance de l'IA. Mettre en place des garde-fous, Comme quoi, par exemple? des comités d'éthique internes dans les entreprises, comme chez Orange, qui réfléchissent aux implications avant de déployer un système. Utiliser des outils techniques pour mesurer et essayer de corriger les biais, la transparence des modèles. Il y a des choses comme AI Fairness 360, les Model Cards de Google, qui essaient de documenter comment un modèle a été entraîné, ses limites. Et la réglementation, bien sûr. Oui, la réglementation joue un rôle clé. L'EUNIAI Act en Europe, qui essaye de catégoriser les IA par niveau de risque et d'imposer des règles plus strictes pour les usages jugés à haut risque. Et puis il y a cette idée d'IA frugale. Frugal. C'est-à-dire? C'est l'idée d'optimiser les modèles pour qu'ils consomment moins, bien sûr, mais c'est surtout, avant même de développer ou déployer une IA, se poser la question fondamentale. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'une IA pour résoudre ce problème? Ou est-ce qu'une solution plus simple, moins coûteuse, en ressources et en complexité, ne ferait pas aussi bien, voire mieux l'affaire? C'est une remise en question du solutionnisme technologique par l'IA. D'accord. Ne pas utiliser l'IA juste parce que c'est à la mode, mais parce que c'est pertinent et proportionné. Exactement. Si on essaye de résumer un peu tout ça, l'IA, c'est clair, c'est une technologie extrêmement puissante, pleine de promesses, mais elle a un coût. Un coût environnemental, énergie, eau, matériaux, et un coût social, biais, surveillance, impact sur l'emploi, qui sont bien réels, même s'ils sont souvent invisibles ou difficiles à mesurer. Oui, et le manque de transparence des acteurs dominants est un vrai frein pour avoir une vision claire et pouvoir faire des choix éclairés. Comprendre tout ça, c'est déjà un premier pas essentiel, non? Pour utiliser ces outils de façon plus consciente, plus responsable. Tout à fait. Et ça amène directement à une question pratique. Est-ce que privilégier, quand c'est possible et pertinent pour la tâche, un modèle plus léger, peut-être plus local, comme Mistral face à un géant comme GPT-4, est-ce que c'est un geste à encourager? Un choix plus citoyen, en quelque sorte? C'est une bonne question. Et pour finir, peut-être une pensée un peu plus large à méditer. Face aux projections de consommation de ressources, électricité, eau, métaux rares par l'IA, si son déploiement continue à ce rythme, comment nos sociétés vont-elles arbitrer?
Est-ce qu'on va devoir faire des choix? Choisir entre développer toujours plus de services basés sur l'IA et préserver ces mêmes ressources pour d'autres besoins essentiels? Voire pour la transition écologique elle-même, qui demande aussi beaucoup de ressources. Précisément, c'est une question fondamentale sur nos priorités collectives qui se pose de plus en plus crûment. Le débat est loin d'être terminé.